Bonjour à tous. Donc vous l'avez compris, je m'appelle Carole Miranda. Je travaille donc à l'ANRT, qui est l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Un immense honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Je remercie évidemment infiniment la région Île-de-France, notamment Laureline Renaud et Marie-Astrid Faure pour toute l'organisation de cet événement. Mille merci bien sûr aussi aux conseillers du commerce extérieur de la France et mille merci à nos deux témoins, donc Régulaxis et Naturalgrass, que j'aurai donc le plaisir d'entendre tout à l'heure. Je vais donc vous parler de quelque chose qui s'appelle le Conseil européen de l'innovation. Donc vous voyez déjà un sigle, ça s'appelle EIC pour European Innovation Council. Alors évidemment, dans cette aventure, je ne suis bien sûr pas seule. Je fais partie d'un réseau qu'on appelle le réseau des points de contact nationaux, qui est donc mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est mis en place aussi par le ministère de l'Économie et des Finances. Notre coordonnateur principal, et je salue ma collègue Zéna qui vient d'arriver, et BPI France. D'autres organisations y participent. Vous le voyez, les pôles de compétitivité avec notamment le pôle Minalogique. Bien sûr, les instituts Carnot, notamment l'Institut Carnot-Mines, et puis enfin l'association, des sociétés de recherche sous contrat, et donc vous l'avez compris, l'ANRT. Alors avant de vous parler du présent, je vais vous parler de l'avenir. L'avenir, c'est ce qu'on appelle le programme Horizon Europe. Horizon Europe qui va donc démarrer en 2021 et qui se terminera en 2027. D'abord, je vous présente l'avenir de manière à ce que vous compreniez mieux quel est le présent. L'ambition de cette EIC, European Innovation Council. Vous le savez, notre continent est extrêmement fort lorsqu'il s'agit de parler de recherche et notamment lorsqu'il s'agit de parler de l'excellence de la recherche. On est déjà nettement moins bon lorsqu'il s'agit de parler de performance de l'innovation. Et donc nous avons un souci pour transformer les nouvelles connaissances, transformer la recherche, transformer la science en innovation. Et donc c'est à l'une de ces faiblesses que l'EIC va s'attaquer. Autre point, on manque terriblement d'entreprises sur la scène internationale, d'entreprises de type licorne, pour employer un buzzword. Dans le monde, aujourd'hui, nous avons 372 licornes, 182 sont américaines, 94 sont chinoises et 45 sont européennes. Donc la deuxième ambition de cette EIC, c'est véritablement de réussir à faire ce qu'on appelle en français la scalabilité, autrement dit la croissance, et c'est ce qu'on appelle en anglais le scale-up, c'est-à-dire le déploiement et le changement d'échelle de nos entreprises. Je rappelle que notre continent crée plus de start-up qu'aux États-Unis. On en crée 20% de plus. Par contre, notre difficulté, c'est quand on arrive au bout de la chaîne, on a effectivement ces fameuses difficultés à les faire croître. Et puis, il y a une autre faiblesse en Europe, c'est ce qu'on appelle le capital risque. L'Europe représente moins d'un quart des fonds levés aux États-Unis et en Asie. Alors, le manque de capital risque, c'est une chose, mais le manque de prise de risque, c'est une autre chose. Donc, notre faiblesse aussi, c'est qu'on a du mal à prendre des risques, et notamment pour vous aider, vous, entrepreneurs, à traverser ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire cette phase où vous avez un manque de subventions publiques et un manque d'apport d'investisseurs privés. Donc l'EIC, il y a un mot-clé, c'est appuyer des projets risqués. Et puis on en parle beaucoup, les fameuses deep tech. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des deep tech et pourquoi l'EIC soutiendra les deep tech? Mais j'insiste tout de suite, pas que. Il y aura plein d'innovations de rupture qui ne sont pas qualifiées de deep tech et qui seront soutenues dans cette EIC. Alors pourquoi ? Parce qu'on pense que ces technologies qui sont à l'interface de plusieurs disciplines, de plusieurs secteurs, intelligence artificielle, robotique, génomique, blockchain, j'en passe, créeront très probablement la puissance industrielle européenne de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut investir pour évidemment gagner cette bataille. Une fois que je vous ai donné l'ambition, donc faire de l'Europe un grand leader en innovation, quels vont être finalement les objectifs de ce Conseil européen de l'innovation? Ça va être clairement de soutenir et de financer l'innovation radicale, l'innovation de rupture à haut risque, qui va permettre soit de créer de nouveaux marchés,
soit de bousculer des marchés existants. En anglais, on dit disrupter. Alors j'essaie de temps en temps de parler français, c'est pas toujours facile. En tout cas, de bousculer des marchés qui existent. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que les investisseurs privés arrivent le plus vite possible pour vous soutenir. Donc, en bon français, on dit réduire le risque, de manière à ce que les banques, les investisseurs privés vous soutiennent dans cette fameuse scalabilité. Et l'idée derrière, vous l'avez compris, c'est d'accélérer la croissance pour éviter que nos pépites européennes aillent trouver des capitaux aux États-Unis, en Asie et tout récemment, je le lisais, aux Émirats arabes. Mise en œuvre de cette EIC dans la programmation future de l'Europe 2021-2027. Il y aura ce qu'on appelle dans notre jargon des appels bottom-up. Alors les appels bottom-up, c'est pour respecter un grand principe de la recherche et de l'innovation qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est le fruit du hasard. C'est-à-dire, pour faire simple pour vous, entrepreneurs, c'est n'importe quelle thématique, n'importe quelle discipline, n'importe quel secteur, donc c'est à votre initiative. Mais il y aura aussi ce qu'on appelle des appels top-down, c'est-à-dire des priorités, des thématiques fléchées sur lesquelles l'Europe doit impérativement investir parce qu'elles sont évidemment stratégiques pour l'avenir de notre continent. Je l'ai dit, priorité deep tech, mais pas que, et j'insiste vraiment là-dessus. Toute innovation de rupture, qui mérite un investissement de très long terme aura sa place dans cette EIC. Alors j'ai dit qu'il y avait un mot-clé dans cette EIC. Le mot-clé, c'est le risque. Qui dit risque dit une autre façon d'évaluer les propositions de projet. Pour les initiés qui participent au programme européen depuis longtemps, on a 3 grands critères dans les projets européens. L'excellence, l'impact et la mise en œuvre, j'y reviendrai. Mais puisqu'on a dit qu'on allait soutenir des projets risqués, on va donc ajouter un 4e critère de sélection qui est celui de l'analyse du risque et donc en particulier pour ce fameux accélérateur dont je vais parler dans un instant. Et puis on va aussi changer la façon de financer les choses. Parce que quand on finance du risque, quand on finance de la scalabilité, quand on finance de la croissance, il y a un moment donné où on ne peut plus soutenir cela par de la subvention. Donc on va aller vers ce qu'on appelle dans notre jargon le blended finance. En français, le financement mixte. C'est-à-dire qu'on va coupler de la subvention, du prêt, de la garantie de prêt et aussi ce qu'on appelle en anglais de l'equity, c'est-à-dire de la prise de capital. Et puis pour réussir à gérer des projets risqués, on va aussi mettre en place une autre façon pour gérer les projets. Cette autre façon, ça s'appelle des gestionnaires de programmes, un petit peu à la façon de ce qui se passe aux États-Unis, notamment au niveau de la DARPA, qui est l'agence de défense américaine, et en particulier la DARPAI, son volet énergie. Donc c'est-à-dire des personnes qui vont être autonomes, qui vont être habilitées quelque part à réorienter les projets, qui vont gérer non plus des projets par projet, mais qui vont gérer ce qu'on appelle des portefeuilles de projets, dans lesquels, bien sûr, il y aura plusieurs projets, et le gestionnaire de programme établira des ponts entre les différents projets. Le budget consacré pour ce Conseil européen de l'innovation 2021-2027 sera de 10,5 milliards d'euros pour 7 ans. Premier des 2 outils, ça n'est pas précisément à l'ordre du jour aujourd'hui, puisque je vais vous parler du 2e outil qui s'appelle l'accélérateur, mais tout de même. Il y aura un premier outil qu'on va appeler le Pathfinder, en français dans le texte, l'éclaireur de la recherche avancée. Ce Pathfinder s'inspire d'un programme qui est un programme très ancien, qu'on appelle le programme FET pour Future Emerging Technologies, qui est né en 1993 et qui a été très centré sur ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Et puis, dans ces programmes FET, qui sont plutôt aux frontières de la connaissance, qui sont plutôt des programmes visionnaires, qui sont clairement des programmes de recherche avec un grand R, on s'est aperçu que la part et la participation des industriels était extrêmement importante. Je ne vais pas vous lire les chiffres, vous les voyez. De ce fait, il a été prévu de passer ce Pathfinder désormais dans ce qu'on appelle le Conseil européen de l'innovation. On est sur ce qu'on appelle des TRL bas. TRL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Technology Readiness Level. C'est une échelle de maturité des technologies. C'est une échelle qui a été inventée pour l'histoire en 1970 par la NASA et qui permet de mesurer la maturité d'une technologie, donc du stade du laboratoire jusqu'au marché,
Même chose si on parle d'innovation. Là, on est clairement sur des TRL bas, vous le voyez, 1-2, le stade du laboratoire, TRL 5-6, c'est-à-dire le stade de la démonstration ou du prototype. On sera clairement sur ce qu'on appelle des instruments monobénéficiaires ou collaboratifs, c'est-à-dire des PME, des start-up, des grands groupes, des chercheurs, des universitaires, etc., etc. Mais aussi, on aura la possibilité d'avoir un chercheur qui pourra postuler seul à ce Pathfinder. Critères de sélection toujours les mêmes, portefeuille de projet. Là, l'idée, c'est vraiment de structurer des nouvelles communautés de recherche pluridisciplinaires et notamment de faire travailler des disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Il y aura aussi un autre point qu'on appelle des activités de transition. Parce que la grosse différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'on ne va plus financer la technologie pour la technologie ou l'innovation pour l'innovation, mais on va financer la technologie pour qu'elle arrive sur le marché. C'est-à-dire qu'on va financer finalement, on va aller finalement jusqu'au, déploiement sur le marché. Alors le Pathfinder, on s'arrêtera à la démonstration et ensuite la technologie pourra être prise dans l'accélérateur. Du coup, il faudra bien qu'il y ait une spin-off ou une start-up pour pouvoir porter cette technologie. L'accélérateur dans sa programmation future 2021-2027. On est clairement, on s'inspire de l'instrument PME, donc du programme Horizon 2020, et donc on aura nos deux témoins tout à l'heure. On sera clairement dans le déploiement d'innovation risquée, encore ce mot-là. On ira donc du TRL6, donc de la phase de démonstration, jusqu'au TRL 9, c'est-à-dire jusqu'au marché. Seules les startups et les PME seront éligibles, mais il y aura dans des cas particuliers ce qu'on appelle des mid-caps, c'est-à-dire des petites ETI avec, vous le voyez, 500 petites ETI, ça veut dire 500 personnes. On sera exclusivement sur un instrument monobénéficiaire, c'est-à-dire qu'une start-up, une PME, une spin-off pourra postuler seul et n'aura pas besoin d'être accompagné par des partenaires. Le fameux Blended Finance sera mis en place avec l'equity, la subvention, des prêts et des garanties de prêts. Ça, c'est pour l'avenir. Aujourd'hui, la Commission européenne et son agence exécutive l'EASM a décidé de mettre en place un pilote. Donc évidemment, comme tous les pilotes, le but, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qui sera fait dans l'avenir. Et donc, c'est ce à quoi je vais m'atteler maintenant. Voici la configuration actuelle de ce Conseil européen de l'innovation. Vous retrouvez le Pathfinder que je vous ai brièvement présenté, qui prend donc appui sur deux instruments connus, les FET Open et les FET Proactive, et puis le fameux accélérateur qui prend sa source donc dans l'instrument PME. Pour mettre en place ce nouveau Conseil européen de l'innovation, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle gouvernance avec ce que l'on va appeler l'Advisory Board, donc le comité qui va conseiller, et puis les fameux programmes managers. Donc l'Advisory Board, il vient d'être constitué, donc le président est nommé par la Commission européenne, il y aura 22 membres. Pour la France, nous aurons donc un Français qui sera dans cette Advisory Board. Il s'agit de Bruno Sportis, qui est donc le PDG de l'INRIA. Ce comité sera là pour évidemment conseiller la Commission européenne sur ce fameux Blended Finance, sur la façon dont on va pouvoir recruter les programmes managers, etc., etc. Et puis, je vous ai parlé des fameux programmes managers. Donc, pour tester l'utilité de ces programmes managers, parce que peut-être que vous ne le mesurez pas, mais moi qui ai démarré au siècle dernier dans les projets européens, c'est une véritable révolution d'avoir des programmes managers. Donc, il faut en tester l'utilité et c'est une véritable révolution de travailler par ce qu'on appelle des portefeuilles de projets. 4 programmes managers ont été sélectionnés par la Commission européenne, et non pas 5 comme mon slide l'indique, mais on vient juste d'avoir les résultats. Dans ces 4 gestionnaires de projets, il y a donc un Français. Le profil des gestionnaires de programmes, ce sont d'abord des gens qui ont une très forte compétence scientifique. Je rappelle quand même que le socle, même si je parle de marché, même si je parle de déploiement, même si je parle d'innovation, le socle, c'est quand même la science. Donc, ils ont une compétence scientifique forte et reconnue.
mais ce sont aussi des gens qui connaissent parfaitement leur milieu. C'est-à-dire qu'ils sont aussi capables de voir quelle pourra être l'utilité et où on pourra exploiter l'innovation et la technologie. Et ils connaissent évidemment extrêmement bien le financement de l'innovation. Ils seront autonomes, c'est-à-dire qu'ils seront capables de pouvoir réorienter votre projet et même de pouvoir l'arrêter si votre projet ne produit pas les résultats escomptés ou si vos projets n'ont plus sa cohérence dans le portefeuille de projet. Dans cette opération pilote, je vous rassure tout de suite, c'est la Commission européenne qui décidera à la fin si oui ou non le projet est arrêté. Venons-en à l'objet du jour, l'accélérateur. L'accélérateur, comme son nom l'indique, est là pour accélérer la croissance donc d'une start-up ou d'une PME sur un projet risqué d'innovation de rupture, permettant soit de créer un nouveau marché, soit de bousculer un marché existant. Il y a un focus extrêmement fort, et je vais y revenir, sur deux principes clés de cet accélérateur qui d'ailleurs ont été assez mal compris dans le premier appel dont je vous présenterai les résultats qui a eu lieu le 9 octobre dernier et dont j'ai reçu hier soir à 22h30 les derniers résultats. Donc vous aurez la primeur de tout ça et mille merci. Je salue Dominique Larouille du ministère qui vient d'arriver et c'est grâce à elle que j'ai pu, avec Laura Fab de la DGE, obtenir les résultats. Ce qu'on appelle la scalabilité, et j'y reviendrai, et ce qu'on appelle la non-bankability. Ça, c'est une véritable révolution. Pour ceux qui connaissent bien les projets européens, dans le 4e programme cadre, c'est-à-dire en 1999, on demandait des garanties bancaires pour octroyer des subventions à des entreprises. En 2007, on a mis en place ce qu'on appelle le fonds de garantie, qui a permis déjà un petit peu de soulager les entreprises. Et puis aujourd'hui, l'Europe va investir, va rentrer au capital d'entreprises qui peuvent échouer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chemin parcouru par une institution européenne. Donc cette fameuse non-bankability, c'est-à-dire que vous êtes trop risqué, vous n'êtes pas encore assez rentable pour un investisseur privé et vous avez donc du mal à lever des fonds sur les marchés. Le pilote de cet accélérateur sera clairement là pour tester le fameux financement mixte. C'est la première fois que pour un cycle d'innovation, vous allez trouver de la subvention et de la prise de capital. Donc pour la première fois pour un même projet, vous allez pouvoir obtenir l'entièreté du financement de votre innovation. Je vous ai mis les trains d'évaluation. Alors un train d'évaluation, c'est parce qu'en fait, on parle d'appel ouvert, mais il y a quand même des dates où on ramasse les copies. Donc la première date, c'était le 9 octobre 2019. La seconde, donc ça sera le 8 janvier, 18 mars, 19 mai, 7 octobre. Budget pour cette opération pilote, 1,4 milliard d'euros. Alors évidemment, la Commission européenne, qui est une institution, ne va pas pouvoir rentrer au capital de votre entreprise. Elle a donc mis en place ce qu'on appelle un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement s'appelle donc l'EIC, le fonds EIC pour European Innovation Council. Et donc dans un premier temps, la Commission européenne sera le seul actionnaire de ce fonds. Ça va permettre de gérer l'apport en capital de la Commission. La Commission européenne se limitera à 25% de vos droits de vote. Minimum, elle investira 10%. Mais bien sûr, l'objectif, c'est évidemment d'avoir un effet de levier important pour vous permettre de pouvoir trouver évidemment des co-investisseurs. Je vous le disais, on est dans un instrument de scale-up, un instrument de scalabilité et de croissance. On est du TRL6 au TRL9, donc voici la liste non exhaustive, bien sûr, des activités qui vous seront financées. Donc développement, prototypage, test, ligne pilote, essais cliniques pour ceux qui sont dans le domaine des sciences du vivant, etc., etc. Et puis, vous allez pouvoir aussi bénéficier d'autres choses, en plus de la subvention et de l'equity. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les BAS. Alors, les BAS, c'est pour Business Acceleration Services. C'est-à-dire que vous aurez accès à une plateforme où vous pourrez rencontrer les autres bénéficiaires de l'EIC, donc il pourra y avoir des échanges de bonnes pratiques. Vous aurez aussi accès à des formations, notamment des formations au pitching, pour vous permettre évidemment de poursuivre votre levée de fonds. Bien sûr, on le sait, nos startups et nos PME manquent de deux choses pour réussir, de financement, mais elles manquent aussi d'accéder au marché.
Et le marché, il passe aussi par, bien sûr, les grands groupes industriels. Donc, la Commission et l'EASM mettent en place ce qu'on appelle les EIC Corporate Days, c'est-à-dire des journées où vous allez pouvoir pitcher au sein de grands groupes industriels français et bien sûr européens. Donc soit le grand groupe pourra vous permettre un accès au marché, soit celui-ci pourra vous permettre éventuellement d'investir dans votre projet. Et puis vous allez aussi bénéficier de coaching, parce que quand on fait de la croissance et de la scalabilité, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour un patron. Passer de la stature d'un chef de projet à la stature d'un CEO, c'est pas toujours évident. Il faut aussi que les fondateurs d'une entreprise, les cofondateurs, accordent leur violon. Donc, ce coaching en matière de croissance des ressources humaines est quelque chose qui est très apprécié, en tout cas par l'ancêtre de l'accélérateur, qui s'appelait donc l'instrument PME. Et puis, vous pourrez aussi bénéficier de coaching en matière de marché, parce qu'on peut me raconter ce qu'on veut, mais le marché, souvent, on y rentre par opportunité. Souvent, au démarrage, le marché, il est fantasmé. Et donc, de pouvoir dialoguer, échanger, par exemple, avec un coach qui pourrait être un ex-directeur d'achat d'un grand groupe industriel, ça peut quand même aider, évidemment, à comprendre comment on pénètre ce marché. Et puis, vous allez aussi bénéficier de mentorat. Alors, le mentorat, c'est un petit peu différent du coaching. C'est fait par d'autres entrepreneurs, des gens qui ont réussi cette épreuve de la scalabilité et cette épreuve de la croissance. L'idée, là, c'est plutôt de développer des compétences telles que la résilience ou la ténacité. Voici les options de financement. Je l'ai dit, une start-up et une PME ou une spin-off ont besoin de quoi? D'argent. Voilà les deux options que vous pourrez cocher au moment où vous déposerez, je l'espère, votre proposition de projet pour que la France soit le premier à bénéficier de cet instrument. Tout d'abord, une option avec exclusivement de la subvention. Entre 500 000 et 2,5 millions d'euros, vous ne pourrez pas aller au-delà du TRL 8 pour une question simple d'encadrement communautaire des aides d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive tellement proche du marché qu'il est impossible de se faire financer par de la subvention sur des activités d'innovation mature. 1 à 2 ans pour cette subvention, mais vous devrez quand même, dans votre proposition de projet, très concrètement expliquer à l'Europe comment vous allez financer ce fameux TRL 9, si vous ne demandez pas d'equity. Et puis une deuxième option, celle qui évidemment est la plus grande révolution de cet accélérateur, subvention plus prise de participation. Vous le voyez, ça sera toujours pour la subvention maximum 2,5 millions d'euros. Et pour ce volet prise de participation equity, vous pourrez monter jusqu'à 15 millions d'euros, ce qui au total fait 17,5 millions d'euros pour pouvoir déployer votre innovation sur le marché. L'equity, c'est un actif de l'entreprise. Ça n'est donc pas lié à une catégorie de coûts, pour ceux qui connaissent bien les programmes européens, et ça n'est pas non plus lié à un niveau de TRL. Donc l'equity, vous pouvez l'utiliser partout, du TRL 6 jusqu'au TRL 9, et bien sûr au-delà. L'idée, c'est de l'utiliser de manière la plus bénéficiaire pour l'entreprise. On est clairement sur du capital patient, c'est-à-dire que l'Europe investira 5 ans, 7 ans, 10 ans, et dans le domaine des sciences du vivant, elle pourra aller jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire rester dans votre capital le plus longtemps possible. Avec cette equity, vous pourrez financer les 30%, évidemment, que vous ne pourrez pas avoir sur le volet subvention, je ne l'ai pas dit, mais l'accélérateur est ce qu'on appelle une action d'innovation. Et les actions d'innovation au niveau européen sont financées à hauteur de 70% des coûts totaux éligibles du projet. Donc il y a quand même 30% à mettre que vous pourrez financer, si vous le souhaitez, avec cette equity. Alors vous comprenez que cette fameuse échelle TRL prend désormais une importance capitale dans votre proposition de projet. Parce que évidemment, il va falloir bien placer l'innovation, parce que d'un côté, vous pourrez avoir de la subvention, et de l'autre côté, vous pourrez avoir de l'equity. Donc vous ferez d'abord votre propre auto-évaluation de cette échelle TRL. Les experts qui évalueront votre proposition de projet, c'est une expertise qui est faite à distance par 4 experts. Ils vont regarder chacun de ce que l'on appelle vos work packages, donc en français dans le texte des tâches de travail, et ils vont pointer toutes les activités qui seront au-delà du TRL 8 et pour lesquelles il n'est donc pas possible d'avoir de la subvention.
Et puis dans l'EIC, il y a une deuxième épreuve de sélection qu'on appelle l'interview, qu'on appelle l'audition. Et cette audition, c'est à ce moment-là que le jury décidera finalement du niveau de TRL acceptable dans votre proposition de projet. Quels sont les critères de sélection? Ils sont au nombre de 3. L'excellence. Il est clair, comme je le disais, on parle vraiment d'innovation de rupture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites un saut par rapport à l'état de l'art international. Et ça, c'est extrêmement regardé dans les propositions de projet. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'impact du projet, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir croître sur un marché que vous dominez et que vous maîtrisez. Donc cette fameuse scalability va être extrêmement importante dans vos projets. Dans l'impact, il y a un autre critère qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on appelle le freedom to operate en anglais, c'est-à-dire la liberté d'exploitation en matière de propriété intellectuelle. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être propriétaire de votre technologie ou de votre innovation, mais vous devez à minima avoir une licence exclusive qui vous permette d'aller sur le marché. Imaginez qu'on va vous donner 17,5 millions d'euros. Vous vous doutez bien que l'Europe veut être sûre que vous puissiez exploiter commercialement les résultats de la recherche. Et puis bien sûr la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça passe évidemment par l'équipe, par votre capacité à pouvoir mobiliser les réseaux. Vous pouvez très bien avoir des acteurs sous-traitants dans votre projet, par exemple des centres de recherche ou par exemple des grands groupes industriels. Ils ne peuvent pas être bénéficiaires de cette EIC, mais ils peuvent très bien effectuer des tâches de sous-traitance pour vous. Et puis si je devais résumer, soyez ambitieux. Et j'aime citer cette phrase que vous voyez en rouge, qui n'est pas de moi, qui est d'un patron d'entreprise qui a réussi cette phase de scalabilité, qui a réussi cet instrument PME. Et un jour, je lui ai posé cette question, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi? Et il m'a dit, j'ai fait un projet dont moi-même je me suis impressionné. Donc je trouve que ça résume assez bien la situation. Je vous ai dit, parmi les points qui n'ont pas été compris dans le premier appel, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Alors, comment on fait dans une proposition de projet pour être sûr d'arriver à mesurer cette scalabilité? La scalabilité, c'est évidemment l'augmentation des marges, l'augmentation des volumes de vente, mais c'est aussi autre chose. C'est aussi l'adéquation des ressources, parce que quand on fait de la croissance, il faut qu'à un moment donné, vous arriviez à suivre le rythme de la production effrénée, si je puis dire. Donc, s'il y a des manques dans l'équipe de compétences, il faut clairement identifier ces manques de manière à pouvoir évidemment mettre en place un plan d'action pour renforcer ces compétences. Donc, l'équipe est quelque chose de très important dans la mesure de la scalabilité. Bien sûr, vos besoins de financement. C'est ce qu'on appelle évidemment le track record pour une entreprise. C'est très important que vous ayez les choses claires dans votre proposition de projet. Et puis aussi ce qu'on appelle la vitesse de rentabilité. Alors non pas pour la Commission européenne, mais pour le client. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un point fondamental dans les propositions de projet qui est souvent pas très bien traité, qu'on appelle le willingness to pay. C'est-à-dire pourquoi un client achèterait votre innovation. La non-bankability, je vous ai mis la définition, l'incapacité à attirer un financement suffisant en raison du niveau de risque élevé ou d'une défaillance de marché. Donc il y a un mot qui m'intéresse, c'est le mot suffisant. Ça veut dire que si vous avez déjà un co-investisseur dans votre start-up ou dans votre entreprise, à ce moment-là, vous êtes toujours non-bankable. Parce que ça veut dire que cet investisseur n'a pas la capacité de prendre en charge la totalité de l'investissement nécessaire au déploiement de votre entreprise. Alors, ça veut dire que vous avez peut-être des activités commerciales qui ne sont pas encore rentables. Ça veut dire, comme je le disais en introduction, que vous n'êtes pas assez attractif pour les investisseurs. Et ça veut dire aussi que vous n'avez pas suffisamment d'actifs pour générer des revenus suffisants. Voilà à quoi ressemble une proposition de projet accélérateur. Alors, je n'ai pas traduit, je vous ai mis les formulaires tels qu'ils existent. En première partie, ce qu'on appelle l'administration, donc qui vous êtes ou vous habitez. Et c'est aussi dans cette partie que vous allez donner éventuellement votre accord pour une éventuelle requalification de votre projet en equity. C'est-à-dire, imaginons que les experts aient pointé dans votre proposition de projet que certaines activités ne sont pas du TRL 8, mais sont du TRL 9. Vous n'avez pas la possibilité d'obtenir de la subvention.
Et si vous avez donné votre accord, le jury, à ce moment-là, pourra dire cette activité-là, elle ne sera pas subventionnée, elle sera prise sous forme d'equity et de prise de participation, mais il faut impérativement donner votre accord, sinon la commission ne peut pas le faire sans vous. Et puis c'est là aussi où vous allez détailler le montant de prise de participation dont vous avez besoin. Et puis il y a ce qu'on appelle la partie B. La partie B, c'est ce qu'on appelle donc le canevas de rédaction, dans lequel vous allez retrouver les 3 sections, avec effectivement les 3 critères de sélection dont je vous ai parlé brièvement, l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. Les CV, je vous le disais, l'équipe, quand on fait de la scalabilité et de la croissance, c'est très important. Donc les CV sont lus, ils sont détaillés, donc mettez bien vos CV. Il y aura aussi ce qu'on appelle le pitch deck. Alors le pitch deck, c'est qu'après votre sélection à l'écrit, vous allez passer une audition. Et dans cette audition, on vous demande d'avoir finalement votre pitch avant même que vous passiez votre audition. Et donc il faudra mettre ce pitch dès cette phase d'évaluation de votre projet donc à l'écrit. Et puis il y a cette fameuse annexe financière, alors pour les initiés c'est tout nouveau, où vous allez justement détailler, donc là voici cette fameuse annexe 4 sur les informations financières. Donc là on va vous demander votre bilan, on va vous demander votre cash flow, on va vous demander évidemment les données financières de votre entreprise, on va vous demander aussi l'histoire et l'historique du financement de votre entreprise, et puis on va évidemment regarder la fameuse structure de capital et aussi évidemment ce dont vous avez besoin pour poursuivre votre croissance. Processus de sélection de l'accélérateur, dépôt des propositions, donc prochaine date le 8 janvier 2020. Évaluation à distance par 4 experts, profil scientifique, profil d'investisseur, profil plutôt de patron d'entreprise. Vous le voyez, au bout de 6 semaines, je ne sais pas si vous vous rendez compte du délai, au bout de 6 semaines, vous savez si vous êtes pris ou pas pour la seconde épreuve de sélection qu'on appelle donc l'audition. Venons-en à cette fameuse audition. Alors, l'idée là, c'est vraiment de départager les meilleurs. Vous avez été pris à l'écrit, mais comme toujours, il n'y a pas assez d'argent disponible pour les bons dossiers, donc vous devrez passer cette épreuve d'audition. Alors, un point fondamental, la sélection à l'écrit ne préjuge en rien de votre sélection à l'oral, c'est-à-dire qu'on remet les compteurs à zéro. On a vu des gens obtenir des notes de 14 sur 15, ce qui est juste excellent, et ne pas réussir le pitch et ne pas réussir l'audition. Donc, il faut impérativement vous préparer. L'audition se fera évidemment en anglais, elle sera de 75 minutes, vous le voyez avec le détail. Le canevas vous est fourni, c'est le fameux pitch deck dont je parlais tout à l'heure, mais évidemment, il n'est pas obligatoire, sentez-vous libre de mettre dans votre pitch ce qui vous semble bon. Vous passerez devant un jury international de 5 experts évaluateurs, et à la fin, c'est simple, projet classé A, vous êtes financé, projet classé B, malheureusement, vous êtes refusé. Alors, ma collègue Zena, non, pardonnez-moi, j'y reviendrai après. Les auditions. Alors, là aussi, c'est un mot galvaudé, mais on parle du fameux effet waouh. Et c'est vrai qu'il faut faire effet waouh quand vous passerez votre audition. Ça veut dire que vous devez avoir une équipe de compétition aux commandes de cette croissance de votre entreprise. Esprit d'équipe, esprit d'entreprendre. Il faut également que vous ayez une bonne réputation, la performance, les réseaux que vous êtes capable de mobiliser. Quand on fait de la croissance et de la scalabilité, il est possible qu'on ait besoin de faire appel à un moment donné de la vie à un centre de recherche. Donc, êtes-vous capable de mobiliser le centre de recherche au moment où vous en avez besoin? Bien sûr, l'excellence de l'innovation. Et puis, il y a un autre point fondamental qui est regardé dans les auditions, c'est ce qu'on appelle en anglais le game changer. C'est-à-dire, est-ce que, avec votre innovation, vous allez être capable finalement de changer la donne? Donc, business plan, business model extrêmement convaincant, propriété intellectuelle évidemment alignée sur votre business model, stratégie commerciale irréprochable, et puis bien sûr les fameuses projections financières qui revêtent une importance évidemment stratégique. Voilà, c'est là où je voulais parler de ma collègue, donc Zena El Kurdif de BPI France, qui vous en dira 2 mots. Il faut s'entraîner. C'est extrêmement important. Alors normalement, quand on est patron de start-up, le pitch, on connaît, on en a fait beaucoup. Donc entraînement intensif exigé.
Alors, je vous ai mis quelques petits items pour vous permettre de réussir donc cette audition. C'est vrai que c'est pas mal de se filmer pour se corriger, les gestes, la voix. C'est bien aussi d'arriver à parler avec ce qu'on appelle des formules choc, pour vous permettre tout de suite de capter l'attention du jury. N'hésitez pas à filmer votre innovation ou à venir avec si bien sûr elle est transportable. Et puis enfin, évidemment, avec cette petite image de ce petit poisson rouge qui passe d'un bocal à l'autre, ça veut dire oser parce que c'est maintenant ou jamais, parce qu'une deuxième audition, vous n'en aurez peut-être pas. Donc il faut vraiment y aller et puis il faut vraiment convaincre. Et si je devais résumer l'audition pour moi, qu'est-ce qui fait mouche dans ce que j'ai pu voir? C'est que vraiment le jury doit sentir qu'il prend part à votre réussite et qui, quelque part, il écrit cette histoire avec vous. Processus de sélection, on a vu les auditions. Si vous réussissez donc cette audition, vous allez ensuite arriver à ce qu'on appelle 2 types de conventions. La partie subvention sera régie par ce qu'on appelle la convention de subvention. Et l'equity et la prise de participation sera régie par une autre convention qu'on appelle la convention d'investissement. Alors une convention d'investissement, pour qu'elle se mette en place, il faut passer une autre épreuve qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire un contrôle préalable à la mise en œuvre de la conformité de votre prise de participation. Cette due diligence, elle sera évidemment établie au cas par entreprise, mais en fonction de son innovation, en fonction de sa maturité. Mais je vous ai quand même mis les éléments communs que vous pourrez trouver dans la due diligence. Évidemment, la qualité, les risques des contrats dans lesquels, en tant qu'entreprise, vous êtes engagé, les risques liés à la commercialisation. L'equity ne sera pas donnée dans sa totalité, mais elle sera donnée par tranche d'investissement, en fonction évidemment des montants que vous aurez négociés et en fonction des jalons que vous aurez effectivement négocié. Comment se mettra en œuvre le financement? Et je vais bientôt arriver à la fin de ma présentation. D'abord, la Commission européenne va accepter ce qu'on appelle un premier paquet d'investissement. Tout de suite, on met en place la convention de subvention. Donc, tout de suite, vous allez pouvoir bénéficier de ces fameux 2,5 millions d'euros de financement qui sont évidemment divisés par tranche. Pour le volet equity, l'EIC Fund va donc mettre en place cette fameuse due diligence, elle va donc contrôler les éléments et c'est aussi à ce moment-là qu'elle va vérifier la fameuse non-bankability de votre entreprise. C'est-à-dire qu'elle va chercher s'il existe sur le marché d'autres investisseurs capables aussi de prendre en charge l'investissement de votre entreprise. En fonction de ce qu'elle trouvera, le paquet final sera évidemment ajusté. Et si votre due diligence est approuvée, à ce moment-là, l'EIC Fund signera la prise de participation avec vous. Voici les premiers résultats du premier appel. Alors, vous voyez tout de suite le titre, un instrument plus que sélectif. Je ne vais pas tourner autour du pot, il y a 5% d'élus dans toute l'Europe. Donc évidemment, ça, il va falloir s'entraîner sérieusement pour être dans ces fameux 5%. Donc vous le voyez, 1852 propositions de projets reçues pour donc toute l'Europe. Je rappelle que nous, on joue dans une Europe à 44 pays, c'est-à-dire les 28 États membres et ce qu'on appelle les 16 pays associés dont vous voyez par exemple Israël et dans la slide suivante, vous verrez donc la Suisse. Donc la France, on n'est pas si mal que ça, on arrive en 5e position. 134 propositions de projets reçues. Ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est de regarder qui avait participé à la révolution qui était en train de se mettre en place. Et vous voyez qu'il y a quand même un quart des entreprises qui ont sollicité ce fameux blended finance, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir de l'equity. Et puis 75% d'entre elles ont demandé exclusivement de la subvention. Je vous ai mis le ticket moyen, 5,8 millions d'euros demandés en prise de participation. Alors sachez qu'on a eu des projets à 15 millions, on a eu aussi des projets à 1,5 million d'euros, donc il y a de tout. Comme il faut toujours donner un chiffre, on a donc fait la moyenne, mais sachez que même si vous voulez demander moins ou demander plus, c'est évidemment possible. Et puis pour la subvention, vous le voyez, 1,73 million d'euros. Vous voyez aussi que 2/3 des participants ont donné leur accord pour une requalification de leur activité en éventuel blended finance.
Sur ces 1852 propositions, 189 ont réussi à passer au stade donc des interviews et de l'audition. Donc la France, nous en avons eu 12. Je vous ai mis les domaines où les Français avaient été retenus pour les auditions. Donc ça correspond un petit peu à, j'allais dire, notre pays, c'est-à-dire il y a un petit peu de tout. On a de l'alimentation, on a de l'agriculture, on a de l'espace, on a évidemment des technologies de l'information et de la communication, du numérique, etc., etc. Donc parmi les 12 Français, et donc c'est les résultats que j'ai reçus hier, 7 ont été acceptés. Donc la France réussit plutôt bien quand elle arrive au stade de l'audition. Sur les 7 Français sélectionnés, 6 demandent le fameux blended finance, une demande de la subvention. Voilà, donc vous voyez en premier donc la Suisse, l'Espagne, Allemagne, Italie, Israël, France et donc Danemark. Et puis je vous ai mis par thématique et par secteur, donc sur les 189, combien il y en avait par secteur et discipline. Vous le voyez, la santé arrive en tête avec 38 projets sur les 189 auditionnés. Bien sûr, technologie et ingénierie. 36 projets, et puis information et communication également avec 28 projets. Voici évidemment l'ensemble des liens utiles. Vous aurez évidemment les slides. Et puis, pour conclure, voilà, je voudrais juste vous dire qu'évidemment, vous l'avez compris, c'est la crème de la crème qui va être sélectionnée dans cet accélérateur. Mais quand on se lance dans l'aventure de la start-up, de la spin-off ou même de la PME, c'est que quand même, évidemment, on croit en soi. Et donc, on a toutes les chances, évidemment, d'être parmi ces 5%. Il y aura du financement. Je vous ai mis vraiment les mots-clés de cet accélérateur pour que vous les ayez bien en tête. On parle vraiment de création de marché. On parle vraiment de disrupter des marchés existants. On passe d'un stade de « je finance des projets d'innovation » à « je finance des innovateurs ». Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, on attend des innovateurs qui prennent des risques. On veut des innovateurs à très fort potentiel de croissance, 3 chiffres, 4 chiffres. On veut évidemment que vous ayez besoin de financement et que vous ne soyez pas rentable aujourd'hui. Et puis, quand même, on est en Europe, donc on attend aussi à ce que votre projet puisse avoir une très forte valeur ajoutée pour le continent européen. Merci de votre attention.